Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 13 mai et à la une de cette édition, les accusations d'un membre du CODIM envers le procureur de la République continuent de faire polémique. Le 3 mai dernier, Camille Miansoni a été publiquement soupçonné de favoriser l'installation de migrants sur le territoire. Des propos lourds de sens qui ont immédiatement fait réagir le parquet, mais également la population. Ce matin, nous recevions Elad Chakrina, un homme de loi habitué aux affaires mêlant des personnalités publiques. Un sujet avec au montage, Leslie Vimenet. Quand il a posé une question de qui vous voulez qu'on appelle tout de suite là. Il y a un nom de haut placé. Nous, on ne connaît pas autre nom au nom de Camille. On connaît le Camille qui est haut placé. Hein. Tout le monde le connaît. Hein. Il y a une seule Camille qui est haut placé, qui est à Mayotte. Désolé. Hein. Mais haut placé, ouais, Camille. Il y a un procureur qui s'appelle Camille. Hein. Il y a un procureur qui s'appelle Camille Miansoni. Hein. Ces mots ont été prononcés le 3 mai dernier lors d'une interview réalisée dans la matinale de Kwezi. Son auteur, membre actif du CODIM, a affirmé que le procureur de la République, Camille Miansoni, aide des migrants venus d'Afrique lors de leur arrivée à Mayotte. Depuis, le parquet a vivement réagi en lançant une enquête. Pour l'avocat Elad Chakrina, qui connaît très bien l'auteur de ces propos, ces accusations vont trop loin. Il aime Mayotte, c'est un fait. Il se bat pour Mayotte. Il a envie que les choses avancent. Et son cœur saigne en effet de voir certaines situations. Mais quand, justement, il y a par moments des propos qui me semblent pas fondés sur une personne en particulier, eh bien là, je suis en droit de dire aussi à un ami, attention, là, ce n'est pas la bonne direction. Et justement, comme je vous l'ai dit, au nom de l'immigration illégale, on ne doit pas non plus justifier des haines, on ne doit pas non plus justifier des propos à l'encontre de n'importe qui. Elad Chakrina aurait souhaité que des preuves soient apportées pour étayer ses propos. Désormais, c'est la justice qui devra faire la lumière sur cette affaire. Une enquête a pour but d'apporter la lumière et donc de nous faire part d'une vérité. C'est ça. Et cette vérité-là, c'est justement, est-ce que ces propos tenus sont vrais ou faux? Est-ce que ça reflète la réalité ou non? C'est ça dont il s'agit. C'est la raison pour laquelle je dis, quand on avance des mots ou des propos, eh bien, il faut quand même savoir que on a des éléments qui justifient tout cela. Mais c'est clair. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une question de dire que je suis en train de contrer telle ou telle personne. Absolument pas. Moi, j'aime ce pays. J'aime Mayotte, j'aime les Mahorais, j'aime mon peuple. Mais quand ça va pas, je suis aussi en droit de dire, là, ça ne va pas. Elad Chakrina regrette cette attaque contre l'homme et l'institution qu'il représente, lui qui est souvent monté au front dans le cadre d'affaires, jetant en pâture des personnalités publiques. Lorsque j'ai compris la manière dont, justement, on broie les hommes et les femmes sur ce territoire, quand on a voulu broyer Mahmoud Aziari, j'étais là. J'étais devant, justement, la maison qui allait être détruite au 100 Villas. Quand il a fallu, justement, le licencier, j'étais là. Quand son mandat a été révoqué, je suis allé sur les plateaux pour défendre. On a voulu m'en dissuader. Moi, je me bats contre l'injustice. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez prêt à défendre Moutiou, par exemple? Je me bats contre... Si Moutiou fait appel à vous, est-ce que vous serez prêt à le défendre? Tout le monde a droit à la défense, y compris Moutiou. D'accord. Tout le monde a droit à la défense. C'est la raison pour laquelle je dis, il faut être juste, mais il faut également appliquer les principes de notre République, les valeurs de la République française, liberté, égalité et fraternité. Dans un communiqué, le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a annoncé que des investigations ont débuté au sein du département voisin, la mise en cause d'un magistrat du ministère public dans son action sans aucun fondement, ne pouvant être laissée sans réaction. En ce mois sacré de Ramadan, l'ARS a publié une liste de recommandations nutritionnelles à destination de la communauté musulmane du département. Au sommaire, des conseils sur l'hydratation et des recommandations aux sportifs et personnes les plus fragiles. En effet, les malades ou encore les femmes enceintes peuvent courir des risques face aux journées de jeûne. Le point complet dans ce sujet, signé Paul Arthur Avit. En cette période de Ramadan, où les modes alimentaires sont radicalement modifiés, l'Agence régionale de santé a publié une liste de conseils nutritionnels pour rester en bonne santé durant cette période de jeûne. Premier conseil indispensable, l'hydratation. Souvent, à la rupture du jeûne, on vient de passer 12 à 14 heures sans manger et sans boire. La démarche pratique serait de se précipiter sur la bouteille d'eau et de boire 1 litre entier. Ce n'est pas très conseillé,
mieux vaut commencer par boire, certes un verre d'eau, mais par petites gorgées, il faut le déguster. Voilà pourquoi donc on demande de prendre de l'eau si possible en mettant un peu de citron pour tremper le goût de l'eau, en mettant donc un peu d'orange si l'on le souhaite à son goût, voire même du lait de coco histoire de pouvoir donc ou du thé pour pouvoir donc s'hydrater progressivement. Une hydratation progressive qui permet au corps d'assimiler correctement l'eau consommée. Des recommandations qui visent aussi les sportifs en cette période de compétition sport ramadan. Il ne faudrait pas le faire de manière violente. Le sport, en période de sport ramadan, demande avant tout une préparation du corps à l'effort. C'est-à-dire, on s'étire, on prend le temps de laisser le corps donc se préparer à la montée en température, et ensuite, on livre son effort, non pas en plénitude complète, mais en modérant les efforts. Pendant la période du temps du ramadan, on fait du sport, mais en limitant ses efforts, ne pas le faire de manière brutale, et laisser le corps s'habituer à cette période donc où il est en phase de privation, car il faut que le corps soit en plénitude pour que l'esprit et les prières se vivent bien. Ces précautions sont valables pour l'ensemble de la population. Les personnes les plus fragiles doivent être particulièrement vigilantes, en particulier les femmes enceintes. La grossesse a cette particularité que l'enfant dans le ventre de la maman consomme tout ce qu'il a besoin de consommer, au détriment bien sûr de celle qui le porte. Voilà pourquoi encore, il est bien d'aller voir son médecin ou sa sage-femme, de s'assurer de son état de santé, et le plus souvent, de bien vouloir différer pendant ce temps, donc le temps de la grossesse, différer donc les périodes de jeûne, ce qui n'empêche pas de vivre la dimension spirituelle du ramadan. En cas de pathologie particulière, et notamment de maladies chroniques comme le diabète, il est recommandé de demander conseil à son médecin pour faire le point sur les précautions à prendre et adapter éventuellement les prises médicamenteuses. Et cela fait désormais une semaine que le mois sacré a débuté. 7 jours qui permettent aux fidèles de tester leur résistance. Car s'il convient de respecter les recommandations des autorités, les corps restent, quoi qu'il en soit, mis à rude épreuve. C'est tout l'enjeu de ce pilier de l'islam qui permet de purifier le corps et l'esprit. Plus la fatigue se fait sentir et plus les pratiquants se rapprochent de Dieu. Écoutons El Mamouni Mohamed Nassur lors de la matinale de Kwezi. C'est normal et c'est une bonne chose. Une bonne chose dans la mesure où un corps trop rempli n'est pas bon. Oui. Et que bon, quand vous avez un corps qui est moins rempli, c'est meilleur. Parce qu'en fait, vous pensez beaucoup plus à Dieu, et Dieu nous a toujours incité de ne pas commettre l'excès. C'est pour cela qu'en fait, durant ces 10 jours, on aura testé son corps, pour voir si effectivement nous sommes en harmonie avec les règles. Il s'agit, contrairement aux habitudes, non pas de faire de l'excès de la nourriture graisseuse ou trop sucrée parce qu'on a envie d'avoir des choses qui sont bonnes pendant... Non, tout au contraire. Là, il faut s'adonner à de l'alimentation saine, c'est-à-dire des aliments qui ne vont pas bourrer le ventre. Les légumes, le lait, les boissons. Éviter de manger énormément du sucre parce qu'en fait le sucre c'est un nutriment bâtisseur qui a besoin d'être utilisé. Si vous ne travaillez pas beaucoup et que vous transpirez beaucoup, il vaut mieux éviter le sucre. Le départ du vice-recteur, une agression à Sakouli ou encore les policiers municipaux du chef-lieu formés au maniement des armes à feu. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce lundi 13 mai. Mesdames, Messieurs, j'ai demandé à mon ministre de mettre fin à mon détachement en ma qualité de vice-recteur dans l'Académie de Mayotte de manière anticipée avec effet au 15 mai 2019 pour des raisons familiales et personnelles. Ce message a été écrit par Stéphane Martens pour annoncer son départ précipité de l'île. Derrière ce poste de vice-recteur laissé vacant avant même la fin de l'année scolaire se trouve une inspection administrative qui a mis le doigt sur des irrégularités. En effet, depuis son arrivée, le vice-recteur occupait un logement payé par le vice-rectorat alors qu'il disposait d'une maison de fonction affectée. Par ailleurs, des billets d'avion au bénéfice de l'épouse de Stéphane Martens auraient été émis et payés par l'institution, ce qui est illégal. En clair, l'affaire ressemble à s'y méprendre à un vol bleu, Stéphane Martens ayant été invité à quitter Mayotte pour éviter un scandale. Un nouveau recteur doit donc être nommé et il n'aura que quelques semaines pour appréhender le passage de vice-rectorat en rectorat de plein exercice.
En milieu de semaine dernière, les militaires du commandement de la gendarmerie ont procédé à l'arrestation d'individus activement recherchés et auteurs présumés de nombreux faits qualifiés de criminels, vol à main armée, cambriolage, viol et agressions nocturnes commis sur des axes routiers. Placés en garde à vue, les investigations se poursuivent. Ces arrestations pourraient permettre la résolution de nombreux faits et le démantèlement d'un réseau qui frappait sur l'ensemble du département depuis plusieurs mois. Néanmoins, d'autres agresseurs sont encore dans la nature, comme en témoigne cette agression qui s'est produite samedi matin sur la plage de Sakouli. 2 jeunes adultes ont agressé 3 femmes alors qu'elles revenaient d'un petit déjeuner sur la plage de Hololo. Les malfrats ont surgi des buissons et sous la menace de Chambaud ont demandé aux 3 amies, dont une avec un nourrisson de 15 jours dans les bras, de leur donner leur sac à main et autres objets de valeur. Les agresseurs sont repartis très vite en emportant les sacs, téléphones portables, ainsi que toutes les affaires du bébé. Après avoir remporté les élections municipales en 2014 à Mamoudzou, le maire Majani Mohamed et son premier adjoint Bakar Ali Boto avaient assuré qu'ils feraient de la sécurité leur priorité numéro 1. Cela passait notamment par le développement des services de la police municipale. Depuis, la vidéosurveillance a vu le jour dans l'ensemble de la commune et de nouveaux équipements ont été mis à disposition des agents, tels que des gilets pare-balles, des lanceurs de balles de défense, des boucliers, une équipe cynophile ou encore des 2 roues flambant neufs. Désormais, et à 1 an des élections, une nouvelle étape est sur le point d'être franchie. En effet, la ville de Mamoudzou vient de mettre en place une formation professionnelle de 10 de ses policiers municipaux pour le maniement d'armes à feu au champ de tir de Doujani 2. Les policiers municipaux du chef-lieu vont donc être les tout premiers de l'île à disposer d'une arme à feu, si toutefois la préfecture accepte de délivrer les autorisations nécessaires. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Rivo Malala raconte Audra Vélo, le secrétaire départemental du SNUPP FSU. Rivo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez en grève ces dernières semaines, un mouvement initié au début du mois d'avril. Vous avez à plusieurs reprises rencontré les autorités. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec le mois sacré? Est-ce que vous avez suspendu le mouvement? Non, le mouvement n'est pas suspendu. D'abord, les premières grèves, c'était au mois de mars, fin mars, le 26 mars. Le mouvement n'est pas suspendu. C'est qu'effectivement, il y a une période de Ramadan qui n'est pas propice à des mobilisations. Comment les revendications n'ont abouti nulle part, d'accord? Donc, il faut s'attendre à une reprise de nos mobilisations, de notre mobilisation. Soit en juin, soit au retour des vacances, mais en tout état de cause, il est clair qu'à un moment ou à un autre, on va redescendre dans la rue. Vous n'avez rien obtenu? J'aime pas faire comme les autres, non, rien. Rien du tout, c'est-à-dire que toutes ces rencontres n'ont servi à rien? On a vu à plusieurs reprises le vice-recteur, son équipe, la préfecture, le cabinet de la ministre, on a croisé la ministre. Mais à part des bonjours et des au revoir, mais qu'est-ce qu'on vous dit, Rivo? Parce que c'est la question qu'on se pose dans ces réunions qui durent parfois de plusieurs heures. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle réponse? D'abord, se rappeler ce que nous réclamons. On a toujours fait que réclamer les espaces de dialogue pour négocier. L'indexation des salaires, son augmentation du taux, la reprise en compte de l'ancienneté générale de service, la titularisation, voilà, etc. Mais jusqu'à ce jour, et malgré des engagements qui avaient été pris auparavant, eh bien, on n'a pas arrivé à faire avancer le schmilblick. Justement, sur ce point et la question de la réunion de revoyure, lorsque vous avez rencontré le cabinet de la ministre, on vous aurait dit qu'il n'était pas question d'augmenter l'indexation puisqu'il y avait une remise en cause de cette indexation sur l'ensemble des territoires ultramarins avec une suppression éventuelle. Ça, c'est une réalité? Encore une fois, il n'est pas question, mais on a dit seulement que effectivement, il y a des engagements. Aujourd'hui, on ne demande que la concrétisation de ce qui a été dit. D'accord? Donc, aujourd'hui, soit on nous dit, soit le gouvernement publiquement affiche, nie les engagements qui ont été pris, soit on dit que, on respecte, mais en tout cas... Mais est-ce qu'on vous avait entendu dire de la bouche des conseillers de la ministre? La politique du gouvernement, c'est
revoir à la baisse les indexations des salaires. Voir la supprimer, ça vous l'avez entendu? Nous disons, on veut l'harmonisation du taux d'indexation des salaires. On ne veut pas voir sur le même département à Mayotte des gendarmes à 94%, des médecins à 60%, des agents de la douane à 62%, des agents de Mayotte Première à 53% et toute la majorité à 40%. Donc nous, aujourd'hui, nous disons, on respecte la loi et on met tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que vous souhaitez, par exemple, que les gendarmes soient à 53? Ah non, on souhaite être comme les gendarmes. À 94? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils y sont déjà. Pourquoi nous ne pourrons pas être à leur niveau? Alors pourquoi, Rivot, justement, ils le sont et pas vous? Qu'est-ce qu'on vous dit dans les ministères quand vous leur dites « Mais pourquoi les gendarmes aujourd'hui ?» C'est l'attractivité, qu'est-ce qu'il y a derrière? Non. Ici, quand on parle d'harmonisation, le taux uniforme, c'est la loi qu'ils réclament. C'est pas nous, hein. C'est pas nous qui avons inventé cela. Donc, on ne demande que le respect de la loi, à moins que le gouvernement assume l'illégalité, le non-respect de la loi. Justement, comment ça va se passer les prochaines discussions? Parce que effectivement, vous avez dit que vous allez peut-être reprendre le mouvement de grève, mais à quoi il faut s'attendre aujourd'hui dans ce mouvement de grève qui finalement dure, non pas depuis la fin du mois de mars ou le début du mois d'avril, mais depuis de longues années maintenant. Et les revendications sont les mêmes, ça n'avance pas, les gouvernements succèdent. Comment vous allez vous faire entendre? C'est vrai qu'on vous repose à chaque fois la question, mais est-ce que selon vous, vous avez un moyen de pression suffisant pour faire céder les différents gouvernements qui succèdent? Ça fait plusieurs années que j'entends les mêmes choses. Je pense qu'à certains moments, on a réussi à faire glisser quelques virgules de nos revendications. Donc, on reste convaincu que... vous contenterez de virgules? Le gouvernement, on reste convaincu que l'État, que la France, sait respecter ses engagements, que la France sait respecter ses lois, d'accord? Et que à partir de ce moment-là, Mayotte ne sera pas une terre d'illégalité sur ce domaine. Je voudrais revenir avec vous sur le départ du vice-recteur, puisqu'aujourd'hui, le vice-rectorat va devenir rectorat à la rentrée prochaine, mais n'a plus de capitaine. Est-ce que ça vous inquiète? Comment vous avez perçu, vous avez pris cette information, ce départ du vice-recteur? Écoutez, quand on nous explique, en tout cas quand on essaie de nous expliquer que son départ est dû à des pratiques, on va dire, douteuses, on aimerait que toutes les pratiques douteuses qui pourraient y avoir au sein de notre vice-rectorat soient étudiées et pourquoi pas nettoyées. Elles existent? De quoi vous parlez, Rivot? Elles existent? En tout cas, il faudrait bien regarder en profondeur. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a eu des pratiques, d'accord, sues par tout le monde, en tout cas au ministère, ils ont laissé passer. Il y a des omertas, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, je veux dire qu'il y a des sujets qu'on... Je pense que je me demande si c'est seulement les pratiques, les soi-disant pratiques, on va dire, pour ne pas être très affirmatif, qui ont poussé à ce départ ou à ce qu'un vice-recteur qui était engagé pour transformer Mayotte, le vice-recteur en un rectorat, on se demande si c'est seulement cela qui en est la cause. On se demande, on n'a pas des indications précises ou objectives pour affirmer ceci ou cela. En tout état de cause, voilà, nous disons qu'il y a plein de problèmes à régler. On espère que ceux qui étaient venus regarder reviendront encore observer comment s'organise notre maison mère et effectivement obtenir. Et votre question c'est... Est-ce que ça vous inquiète? Non, ça ne nous inquiète pas. Au contraire, quand on nettoie la maison, on est très bien. D'accord? Donc, on aimerait qu'on nettoie encore meilleurement, si c'est bien dit. Merci beaucoup, Rivot, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bien sûr, on va suivre, on attend la nomination d'un nouveau vice-recteur qui deviendra recteur très prochainement. Et puis, on suivra... Alors là, le prochain,
Il attendra, il va être mais il souhaité. sera peut-être, s'il ne part pas entre-temps. Merci beaucoup Rivo, merci d'avoir accepté notre invitation. Et on termine ce journal avec la 2e édition de Allez Allez, organisée en partenariat avec la bibliothèque de Cavani et l'association Baatim Gema. Cette année encore, les personnes âgées membres de l'association consacrent un vendredi par mois au récit de contes traditionnels mahorais auprès d'un public de jeunes fascinés par cette atmosphère particulière, une manière de transmettre un patrimoine culturel qui semble aujourd'hui en perdition. Quel accueil les enfants réservent-ils à ces récits? À quand est fixé le prochain rendez-vous? Un reportage signé Marion Tellier. La bibliothèque dans la cité, c'est le projet qui réunit les acteurs de l'animation culturelle au sein du quartier de Cavani. Parmi les associations impliquées dans cette initiative se trouve celle de Baatim Gema, une association qui œuvre pour l'accompagnement des personnes âgées dans la commune de Mamoudzou. Nous tenons une action de conte, Halé Halélé, comme on le dit en chimaoré, pour pouvoir compter auprès des tout-petits, auprès des enfants qui fréquentent la bibliothèque et des enfants qui sont dans le quartier de Cavani. Nos seigneurs, nos cocos comptent un vendredi par mois à la bibliothèque de Cavani pour pouvoir leur transmettre justement les anciens contes que les tout-petits connaissent pas forcément. À ce moment de partage intergénérationnel s'ajoute un enjeu de taille, perpétuer la tradition des contes mahorais dans une société qui tend peu à peu à les oublier. On sait que c'est en train de se perdre parce qu'il n'y a que les anciens en fait qui connaissent ces contes-là. Moi-même, il y en a plein que je connaissais pas ou que je connaissais mais que j'avais oublié. Mais plus on m'en rend compte, plus on se rend compte qu'on a beaucoup de richesses. Durant une heure, les tout-petits, mais aussi les plus grands, pourront s'imprégner de l'atmosphère unique des contes d'antan. Pour cette 2e édition, les enfants semblent d'ores et déjà s'être emparés du patrimoine culturel de leur île. La première année était vraiment dans l'observation, dans l'écoute active. Et ensuite, vers la fin de la première année, les enfants ils ont commencé à bien enregistrer. La 2e année, nous avons commencé à être vraiment dans le partage intergénérationnel, effectivement. Un coup, c'est la mamie qui compte, un coup, c'est l'enfant qui compte de son côté. Le prochain rendez-vous est programmé pour ce vendredi 17 mai à 14 h à la bibliothèque de Cavani. Une dizaine de bénévoles se prêteront alors à l'exercice du conte auprès d'un public de jeunes de plus en plus nombreux. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.